Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Je voulais vous donner des nouvelles de l'élection à Villeneuve-Saint-Georges. La question est de savoir si Louis Boyard va en devenir le maire. Alors, un indicateur, parce que le dépouillement des bulletins est en cours en ce moment. Il y a un bureau qui a été dépouillé et eh bien, c'est la candidate LR qui arrive très largement en tête devant Louis Boyard. Mais attention, prudence, ce n'est qu'une partie des bulletins. Ça vous inspire quoi, Louis Boyard, maire de Villeneuve-Saint-Georges? Bah écoutez, il y a bien Sébastien Delogu qui veut être maire à Marseille, vous voyez, le niveau, et je crois David Guiraud à Roubaix, non, c'est ça? Donc il y a une offensive pour les mairies de la France Insoumise. On peut en parler là, les votes sont terminés, c'est bon. Mais depuis 20h, c'est bon là, les bureaux de vote sont fermés. Alors c'est vrai que ce serait intéressant que Louis Boyard se fasse renvoyer dans ses 22, parce que il a fait montre de beaucoup d'arrogance dans cette affaire, et puis ça montrerait que si on veut combattre LFI quand tout le monde s'unit, eh bien c'est possible. Encore faut-il le vouloir, parce que je vous rappelle que la dernière fois, ce serait plutôt l'inverse qui se serait passé, c'est tous les partis du Front républicain en dehors du RN qui se sont associés, y compris la France Insoumise. Donc à un moment, il va falloir se mettre d'accord dans le langage officiel. Est-ce que la France Insoumise est dangereuse ou est-ce que la France Insoumise n'est pas dangereuse? Par ailleurs, que s'agissant des mairies, c'est peut-être une bataille, mais ils n'ont pas perdu la guerre, parce que vous savez, quand Jean-Luc Mélenchon appelle de ses vœux une immigration en zone rurale massive, etc. Eh bien, c'est un électorat qu'il recherche, hein, vous savez. Donc c'est que le début de la bataille pour eux. Voilà. Ce qui serait intéressant d'ailleurs de voir, c'est Villeneuve-Saint-Georges, c'est une commune où il y a beaucoup de 35 000 habitants. Il y a beaucoup d'immigrés. Enfin, on est vraiment dans une population quand même 12 000 inscrits. Et donc ça voudrait dire aussi que cette population n'est pas nécessairement acquise à LFI, ni n'a pas forcément la même idéologie que Jean-Luc Mélenchon, ni la même volonté de remplacer le peuple français. Je pense que Mélenchon se trompe là-dessus, et que vouloir faire du clientélisme à outrance, on va voir si Louis Boyard parce que Louis Boyard n'a fait que ça, hein. Donc ce clientélisme avec des personnages plus ou moins troubles sur sa liste. Pardon, il a refusé de le retirer, hein. Non, bien sûr. Mais ça, c'est la stratégie de la gauche. Elle ne revient jamais en arrière. Nathan Devers, dites quelque chose, c'est vrai. Moi, je trouve ça extrêmement dommage qu'il ne soit pas en position d'être élu. On verra tout à l'heure. Comme le disait Mathilde Panot, ils ont quand même plus d'expérience que Léon Blum en son temps. Vous vous souvenez qu'elle avait dit ça, Mathilde Panot? C'est vrai. Non, écoutez, ces gens-là travaillent à assassiner la gauche. Et ils y réussissent. Ces gens-là, c'est-à-dire la gauche traditionnelle, la gauche modérée. La grande tradition de la gauche française, c'est quand même pas rien. Je parle pas de tout LFI, mais je parle des gens à LFI qui sont, fiers de leur inculture, fiers de leur bêtise, fiers de leur violence, fiers de leur vulgarité. Leur vulgarité même dans leur comportement, dans leur manière de parler, dans leur manière de tweeter, dans leur manière de traiter leurs opposants politiques, dans une sorte de violence permanente. Je trouve ça sidérant que des gens, notamment dans la jeunesse, qui sont sensibles à toutes les questions de genre, à toutes les questions de violence, votent pour des candidats qui ont un comportement masculiniste. Quand on les voit parler, je pense à Monsieur Boyard, je pense à Monsieur Delogu, je pense à Monsieur Mélenchon, bien sûr. On pense à des gens hyper masculinistes, les machos du bistrot. Et encore, c'est caricatural pour les gens dans les bistrots. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui ont un comportement qui est violent, qui insulte les adversaires politiques, qui les intimide, qui les menace, qui font des mouvements. Vous avez vu des vidéos de Monsieur Boyard à l'Assemblée nationale? C'est d'une violence même physique, même dans la gestuelle. Et je parle même pas du contenu. Des gens qui n'ont aucun problème, si vous voulez, par exemple, à avoir cautionné la reprise de toute une sorte d'ensemble de rhétorique, de tropes clairement inscrits dans l'histoire de l'antisémitisme français. Des gens qui n'ont aucun problème à pratiquer en permanence le deux poids deux mesures. Des gens qui n'ont eu, pour certains, je ne sais pas si c'était le cas de M. Boyard, mais aucun problème à insinuer que les élections étaient truquées en France au moment des élections européennes. Des gens qui ont un rapport à la vérité qui est lunaire. Des gens qui aspirent à fonder un régime plus parlementaire, ce en quoi je pense qu'ils ont raison, mais qui refusent la démocratie interne dans leur mouvement politique, en pratiquant ou en cautionnant une purge qui a eu lieu au moment des dernières élections présidentielles, notamment sur M. Corbière et sur Mme Garrido. Donc si vous voulez tout ça,
Et ce qui est formidable, c'est que ces gens-là ne se rendent même pas compte que ils se mettent à travailler contre les intérêts de la gauche, à susciter exactement la même diabolisation que l'extrême droite, et qui mais je pense qu'ils s'en moquent, Nathan Devers. Non, mais moi, je pense qu'ils s'en moquent de travailler pour les intérêts. Non, mais moi, ils s'en moquent, mais ils le désirent. Non, parce que ces gens-là sont les meilleurs complices de l'extrême droite. C'est tout ce qu'ils désirent, c'est de se retrouver face à face avec l'extrême droite, en anéantissant le bloc central et en se disant on va gagner contre l'extrême droite, etc. C'est ça qu'ils veulent, et donc en cela, ils sont les complices objectifs de l'extrême droite française. Non, moi je voulais répondre à Régis. Je suis pas convaincue de la démonstration que de ces élections. C'est vrai que ça peut être une façon de voir les choses, c'est se dire que l'électorat visé par la France insoumise, dragué, enfin on peut le dire de mille façons, et qu'elle ait fait les yeux doux, finalement n'adhère pas. Et c'est vrai que d'ailleurs une partie n'adhère pas, ça s'est prouvé. C'est clair. Mais à minima, mais ça peut être aussi que le fruit n'est pas mûr. C'est tout simplement ça, c'est-à-dire que puisque c'est Jean-Luc Mélenchon finalement qui valide aujourd'hui cette thèse du grand remplacement, eh bien peut-être que le grand remplacement n'est pas arrivé à son terme et que Louis Boyard l'a pensé trop tôt, l'a imaginé trop tôt. Mais en tous les cas, il est évident que si vous regardez les élections législatives, ils fonctionnent par citadelle, par la Seine-Saint-Denis, c'est le vivier des députés LFI. Donc ils se disent, assez logiquement, il y a des villes que l'on pourra prendre et parce que elles nous sont acquises. Vous voyez, donc peut-être que c'était pas encore le moment, mais ce moment viendra peut-être. Mais pour le coup là-dessus, il y a quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant. Jean-Luc Mélenchon, on peut lui faire tous les procès qu'on veut. Il est extrêmement intelligent, il sait ce qu'il veut. Et il veut, depuis qu'il a quitté le PS, il pense que le vrai affrontement qui va structurer la vie politique des années à venir, c'est l'extrême gauche, l'extrême droite contre lui. Et que ça va être les fachos contre les fâchés, pour le citer, mais en gros que le bloc central n'a pas d'avenir. Et alors qu'est-ce qu'il fait ? Et il l'a fait ces derniers jours. En fait, il est dans une sorte de relation en miroir avec les termes et avec la sémantique de l'extrême droite qu'il inverse, pour pouvoir créer le vrai clivage là-dessus. Et quand en gros, il fait un discours en disant le grand remplacement existe, formidable. On l'a, écoutez Jean-Luc Mélenchon. Oui, monsieur Zemmour, il y a un grand remplacement. Oui, monsieur Bayrou, il y a un grand remplacement. Et il y en a assez de passer son temps à faire l'apologie de la tradition. J'ai même entendu des gens me dire « Nous sommes les dépositaires d'une tradition et nous devons la défendre. » Ah oui, allez-y. Alors. Passionnant. Mais c'est juste les campagnes dont vous parlez, elles ont toutes viré RN. Pendant très longtemps, elles étaient républicains. Moi, j'ai une maison dans l'Eure. Il y a 4 circonscriptions sur 5 qui sont RN. La 5e est à LFI. C'est la zone d'Évreux. Et là, oui. Mais sinon, toutes les campagnes, même en Bretagne, qui a longtemps été une terre de résistance au RN, aujourd'hui, c'est plus le cas. Cette polarisation arrange peut-être Jean-Luc Mélenchon, peut-être, oui, parce que c'est sa stratégie. Mais le problème, c'est que la gauche, quand par exemple elle nie toute submersion migratoire, quand elle dit c'est une vue de l'esprit, oulala, non mais c'est complètement fou, moi j'ai jamais rien vu de tel, eh bien finalement elle pousse aussi à cette polarisation, elle se met elle-même sur la touche, puisqu'elle montre qu'en réalité elle ne veut pas comprendre ce qui se passe, elle dit aux Français, ce que vous avez vu, vous ne l'avez pas vu, c'est pas vrai, c'est un sentiment. Donc je crois que cette polarisation, la gauche qui est dans le déni, la structure également. Non mais déjà, je vais revenir sur ce que vous dites, mais quand Jean-Luc Mélenchon dit oui, monsieur Zemmour, il y a un grand remplacement. Ouais, Nathan Devers, vous imaginez ces mots-là dans la bouche de Bruno Retailleau? On a le droit de dire dans ce sens-là. Mais justement, c'est là que c'est passionnant, et ça rejoint la grande intuition de Éric Benzekri dans sa série La Fièvre, où il disait ça va être l'époque de la fièvre identitaire. Et Jean-Luc Mélenchon l'incarne totalement. Il veut cliver la vie politique entre des gens qui disent il y a un grand remplacement, c'est super, et des gens qui disent il y a un grand remplacement, c'est atroce. Et tous ceux, en gros, du bloc central qui disent non, il n'y a pas de grand remplacement, que ce soit une gauche modérée ou une droite modérée, ou un bloc de centre, eh bien, en fait, il veut les disqualifier et les écarter du champ politique. Ce faisant, ce qu'il veut, il est en train de réhabiliter, quand il parle de Nouvelle-France et de France ancienne, l'idée, si vous voulez, que Éric Zemmour a raison de dire qu'il y aurait une sorte de France éternelle qui serait remplacée là depuis quelques décennies. Ce qui est une idée qui est quand même battue en brèche par
tous les historiens. Mais Ce que Mais M. Mélenchon Nathan, appelle mais c'est pas la France possible. d'hier. La France d'hier, c'est pas une France Ouais. figée. Mais c'est pas une possible France de dire aux formes quelque molles. chose comme ça. C'est une France qui s'est construite. C'est un produit historique qui est le fruit de plusieurs dynamiques, qui est le fruit de plusieurs types d'immigration qui ont lieu Non, vous jusqu'au n'allez début pas du nous XXe faire le siècle. coup de la France terre d'immigration quand même. Là, vous n'êtes pas en train de nous le faire là. Alors, est-ce qu'il y a C'est eu la des bonne vagues blague du d'immigration dans dimanche l'histoire soir. de France? Oui, il y en a. Non, mais c'est Est-ce pour qu'il y en savoir a si pas eu c'est la blague du dimanche Alors, soir. je vous pose une Si c'est question. la blague du dimanche soir, elle est très bonne, elle est excellente, je veux bien Gabriel rire, mais c'est pas Cluzel. vrai. Est-ce que le... Non, mais bien sûr, Oui. au 19e, jusqu'au 19e, non. La France n'a jamais été une Donc, terre d'immigration. alors, juste, je vous Il y a pose eu une des question. vagues d'immigration polonaises, italiennes, etc. Pendant le 19e et au début Oui. du 20e. Ce qui s'est passé ces dizaines depuis les années 60, c'est inédit en France. D'accord, donc- La France, quand même, vous êtes quelqu'un de, Non, je vous de pose très juste une cultivé. question. Dans ce cas-là, La France, c'est pas les États-Unis, nous sommes beaucoup d'accord. d'intérêt. Non, bien sûr. Bien, mais voilà, avec nous sommes beaucoup, d'accord. je vous C'est pose pas une une terre question. d'immigration. Donc, les Voilà, gens on qui part de habitaient ce en France, postulat. les gens qui étaient français en 1900, disons 50 ou 60, c'était les descendants directs des gens qui habitaient sur le territoire français à l'année de naissance du Christ. Bah écoutez, Nathan, vous pouvez aller voir vous savez, c'était les premiers registres, les registres baptismaux. Oui. Moi, je vais vous parler de ma région en Aveyron. On remonte jusqu'au 15e siècle. Avant, il n'y en avait pas de registres baptismaux. Eh bien, je peux vous assurer que c'est les mêmes populations, mais c'est pas moi qui le dis. Enfin, tout ça, c'est un mantra paresseux de dire que la France est une terre d'immigration. Non, c'est pas vrai. Mais Bon, même on les va structures de la société française, entre la période monarchiste Oui. et la période de la Révolution, n'a pas Oui. fondamentalement Allez. changé. Les campagnes n'ont pas changé. C'est dommage, je voulais répondre. Bon. C'est fini. Bon, on remettra ce débat Non, mais- la prochaine fois. Vous reviendrez, Régis, pour parler de la France terre d'immigration ou pas. Ce sera notre débat. Merci beaucoup à tous.